Le crash que nous allons étudier dans cette vidéo s'est produit en janvier 2025. Il implique un F-35. L'avion a entièrement été détruit. Le pilote, lui, s'est éjecté. Frédéric Lert, spécialiste défense d'Aérobuzz, s'est appuyé sur le rapport d'enquête de l'US Air Force pour préparer cette vidéo. Donc voilà, on est en Alaska sur la base de Yeltsin qui est au nord d'Anchorage, la capitale économique de l'Alaska. Donc la base de Yeltsin, c'est peut-être la base la plus septentrionale de l'US Air Force. C'est celle aussi qui est la plus proche de la Russie. Donc c'est une base qui a pris une importance grandissante ces dernières années. Deux mots sur le F-35, l'unité à laquelle il appartient. Il s'agit du 355e Fighter Squadron, du 354e Fighter Wing. C'est une unité importante avec une cinquantaine d'avions, des F-35 et puis des F-16. Ce jour-là, le 28 janvier, c'est une journée comme une autre. Une mission est organisée au profit de deux avions, une mission de défense aérienne, deux avions qui vont jouer leur partition de défenseurs face à quatre autres F-35 qui joueront le rôle de plastron. Donc c'est une mission quand même assez complexe, avec six avions au total. Donc les avions sont tous basés sur la même base. Et ils partent tous du même endroit. Ils partent tous du même endroit. La mise en route se fait le matin. Alors, je reprends mes notes, hein, ça se fait très précisément. Alors, les Américains parlent en heure dans le rapport d'enquête, hein, ils parlent en heure Zoulou, ce qui est en fait, c'est assez troublant parce que c'est plus 9 heures par rapport à l'heure locale. Donc, si on parle en heure locale, il démarre à 10h42. Le premier avion roule en dehors de son hangar à 10h42. Là, c'est peut-être intéressant d'expliquer un petit peu le contexte des vols en Alaska. On est au mois de janvier. Il fait tout simplement 0 degré Fahrenheit, ce qui équivaut à peu près à moins 17 degrés Celsius à l'extérieur. Donc, c'est un froid de canard. Les hangars où sont stockés les avions sont chauffés. Donc, ce qui permet de préparer les avions, de monter à bord, de faire le tour, de faire la mise en route dans des bonnes conditions. Et puis, donc, on a ces deux vols, donc les deux avions, on va dire, bleus, au profit desquels se fait la mission, ont pour indicatif Chevy 1 et Chevy 2. Et les quatre plastrons, donc c'est le deuxième vol, ont pour indicatif Yeti, donc Yeti 1, 2, 3, 4. Et ces six avions sont censés mettre en route en même temps et sont censés décoller aussi à peu près en même temps. Le premier avion qui sera l'avion accidenté, donc est le premier à sortir de son hangar et il passe de plus 20 degrés à moins 17 degrés. Et malheureusement, il va poireauter pendant à peu près 40 minutes parce qu'il y a quelques soucis de mise en route sur les autres avions, sur d'autres avions de deuxième vol. C'est un truc assez classique sur les avions modernes, hein. Il faut rebooter l'ordinateur parce qu'il y a un message d'alerte, une alarme, enfin un truc comme ça. Donc voilà, on relance la machine et tous ceux qui ont travaillé avec Windows savent de quoi je parle, quoi. Donc voilà, donc il poireaute pendant 40 minutes en attendant les autres appareils. Quand tu dis qu'il poireaute, ça veut dire donc que le pilote est dans son cockpit brêlé et que le moteur, lui, tourne. Le moteur tourne, le pilote, l'avion sont à l'extérieur. Encore une fois, il fait moins 17 degrés, hein. On verra que ça aura une importance tout à l'heure quand on expliquera l'accident. Et puis, bon, a priori, il est confortable hein, dans son cockpit, hein, c'est chauffé, c'est bien climé. Et à 11h21, donc après 40 minutes d'attente, les six avions se retrouvent finalement ensemble et décollent. Donc l'avion en question, notre avion qui sera accidenté, Chevy One, décolle précisément à 11h21, D'accord. de Yeltsin. Et donc là, donc, ils partent directement pour la mission. Comment ça se passe une mission comme ça où tu as deux avions qui s'affrontent avec quatre autres? En général, ça se passe comment? Bah, ils ont une zone qui est prévue pour leurs évolutions. Donc en Alaska, c'est pas vraiment un problème, hein. Il y a de l'espace à revendre, il y a du pétrole en sous-sol et il y a de l'espace en surface. Donc c'est pratique. L'idée, c'est qu'effectivement, ils décollent chacun à leur tour. Ils vont dans leur zone d'entraînement.
Chevy One donc décolle, il accélère et puis ça c'est tout à fait normal. Il a un message d'alerte 3 secondes avant d'arriver à la vitesse train sortie, la vitesse maximale train sortie tolérée sur l'F-35 c'est 300 nœuds. À 275 nœuds, l'ordinateur de bord anticipe, puisque l'avion est en accélération, anticipe qu'il va arriver à cette vitesse. Donc petit message d'alerte pour le pilote lui rappelant qu'il faut rentrer le train. Le pilote rentre le train, il réduit un peu la vitesse, il casse un peu la vitesse en levant le nez aussi, pour rester sous la limite acceptable. Mais il a un message d'alerte, un vrai, là, pour le coup, lui disant que le train n'est pas verrouillé. Le train ne rentre pas. Et il reste à cette vitesse inférieure à 300 nœuds, il reste à 275 nœuds et il prévient immédiatement le sol, parce que le pilote qui est de permanence, qui est un peu l'officier de sécurité des vols, il lui dit, voilà, j'ai un problème, mon train entre pas, qu'est-ce qu'on va faire? Sur un F-35, sur un avion de chasse comme ça, c'est comme sur un avion de ligne, c'est-à-dire les trois vertes, une lampe pour chacun des trains, la roulette de nez et les deux roues du train principal. Oui, sauf que maintenant aussi tu as un tas de messages d'alerte qui défilent sur les écrans et qui t'expliquent avec des codes ce qui se passe très précisément. Parfois, il peut y avoir d'ailleurs un peu de conflit entre ce qu'annoncent les trois vertes et puis ce qu'annonce l'ordinateur de bord. Enfin, D'accord. donc il y a vraiment un dialogue, ça va bien au-delà des trois couleurs, hein, enfin des couleurs sur le tableau de bord. Il y a vraiment un dialogue entre l'avion et son pilote. Et donc ce dialogue fait que effectivement le pilote prend conscience que le train avant n'est pas rentré verrouillé. Donc il décide d'aller s'installer en perche à 9500 pieds. Il y a une zone qui est réservée pour ça, hein, pour les situations un peu délicates. Il est à la verticale de la piste, il est à 9500 pieds avec son ailier. Pendant ce temps, les quatre autres avions qui vont faire le plastron, les indicatifs Yeti, bon, on n'en parle plus, hein, ils sont partis dans leur zone. Et donc ils s'installent et puis ils avisent. Première chose que fait l'ailier, c'est déjà de venir inspecter l'avion de son leader. Inspection visuelle, tu veux dire. Inspection visuelle, oui, 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 voilà. Donc, verticale de la piste, 9500 pieds, l'ailier passe sous l'avion de son leader et s'aperçoit que les trappes du train avant ne sont pas totalement repliées, refermées. Il y a un petit espace de quelques centimètres qui indique qu'effectivement, il y a un problème clair et net. Donc alors, qu'est-ce qu'il décide de faire là? Parce qu'il ne peut pas le ressortir, il ne peut pas, évidemment. Ben voilà, c'est ce qu'ils vont décider de faire. Là, pour information, on est à 11h26-48, donc l'avion a décollé depuis un peu moins de à peu près 3 minutes. Ouais, d'accord. Donc l'avion qui a un problème qu'on va appeler l'avion du leader, hein, d'ailleurs, parce que Hmm. c'est le leader de son groupe de deux. Le pilote choisit de ressortir le train, de recycler le train, le ressortir et essayer de le rentrer pour voir ce que ça donne. Et là, d'ailleurs, son allié va lui dire, ah bah tiens, ta roue avant est à 25 degrés, elle n'est pas dans l'axe, elle est légèrement tournée à 25 degrés sur la gauche. Donc ça rajoute un petit peu d'entropie et d'incertitude sur la situation exacte de l'avion, quoi. C'est pas Parce que, uniquement un problème de verrouillage, c'est aussi un problème de roulette de nez qui est braquée. parce que là, donc, est-ce qu'il y a dans ce cas de figure quand même qui peut survenir assez fréquemment dans la vie d'un pilote, est-ce qu'il y a une procédure standardisée? Bah, la procédure, d'abord, c'est on pilote l'avion. On regarde combien on a de pétrole, savoir si on a le temps de réfléchir calmement et de se poser et pour échanger. Et là, c'est le cas, hein, puisque l'avion vient de décoller. On sait que le F-35, c'est un réservoir de carburant volant, hein. Il a encore 14 500 livres de carburant à bord, un peu plus de 6 500 kilos. Donc, il a largement, très très largement le temps de voir venir. Et c'est ce qu'ils vont faire tranquillement. Ils se mettent donc sur un hippodrome vertical de la piste et puis ils réfléchissent. Et la procédure, c'est après, si on a le temps, c'est d'appeler la hotline de Lockheed Martin. Donc c'est ce que fait l'officier de sécurité des vols au sol. Lockheed Martin maintient des ingénieurs en permanence, enfin en stand-by pour le cas où il y a des problèmes sur la flotte de F-35. Et très rapidement, l'US Air Force, enfin le pilote plus le gars qui est au sol, enfin son correspondant au sol, se retrouvent en conférence call avec quatre ou cinq autres personnes, des ingénieurs de Lockheed Martin, qui eux vont prendre la doc, vont avoir le temps de bien analyser les messages d'erreur qui remontent au pilote. L'appel à la hotline de Lockheed Martin, il se fait une fois qu'ils ont constaté que la séquence de sortie et de rentrée du train n'avait pas fonctionné, hein, c'est ça, hein. Voilà. Ils tentent quand même avant. Et tu disais donc, l'ailier s'aperçoit que la roulette de nez est pas dans l'axe. Voilà, Ça veut dire quoi?
Ah bah, c'est justement la question que se pose tout le monde. Quel est le problème initial qui empêche le verrouillage du train, la fermeture des trappes, et pourquoi maintenant la roulette de nez est braquée à 25 degrés sur le côté, quoi. Donc ils sont tous devant leurs écrans, qui chez Lockheed Martin à Fort Worth, qui à Yelson, sur la base aérienne, qui le pilote dans son cockpit d'ailleurs, en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Un truc qui est très intéressant, qui est noté par le rapport, c'est qu'à aucun moment, comme quoi il y a quand même peut-être un effet tunnel déjà qui commence à se dessiner, mais à aucun moment les ingénieurs de Lockheed Martin ne demandent où est l'avion. Pour eux, c'est un F-35 qui est en vol, mais ils ne savent même pas où il est, enfin à quelle unité il appartient. Et encore plus étonnant à la, à la lumière de ce qui va se passer après, ils ne demandent pas les conditions atmosphériques dans lesquelles évolue l'avion. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée du froid qui peut régner en Alaska. Enfin. Hmm. Et ça, on verra que ça a certainement joué un rôle parce qu'ils se focalisent sur, encore une fois, sur des messages d'alerte, sur des lignes de code, en oubliant peut-être un peu le contexte plus général de cet accident. Donc, pendant que la hotline réfléchit avec les ingénieurs de l'US Air Force qui sont au sol sur la base en Alaska, pendant ce temps-là, le pilote continue à tourner avec son ailier le suit comme un chien de garde. Oui, et puis l'intérêt pratique aussi, c'est qu'il brûle aussi du carburant, hein, puisque en cas d'urgence, il est toujours préférable de se poser avec un avion plus léger et avec moins de pétrole à bord. On prend un petit peu moins de risques. Euh, Là, maintenant, il est à peu près 11h50, hein, l'avion a décollé depuis 8 minutes, 8-9 minutes. Il brûle du carburant parce qu'on évoque la possibilité de tenter un atterrissage en utilisant la barrière de secours, enfin les brins d'arrêt de secours, pardon, sur la base aérienne. Donc les avions du US Air Force sont équipés d'une crosse à l'arrière. C'est pas une crosse d'appontage, hein, c'est une crosse beaucoup plus légère qui permet pas, bien sûr, d'apponter sur un porte-avions, mais qui permet de choper des brins d'arrêt sur une piste terrestre pour ralentir et freiner l'avion, ce qui est par exemple bien utile en cas de panne du système de freinage. Il y a d'autres avions de chasse qui ont un système comme ça. Pratiquement tous, à ma connaissance, hein, Ah bon? c'est un standard OTAN. Tous les avions sont équipés d'une crosse d'arrêt d'urgence. D'accord. Le Mirage 2000 en France l'est. Enfin voilà, D'accord. tu te poses un peu long, la piste est mouillée, tu peux pas freiner à temps, ton système d'anti-patinage est en panne. Enfin, voilà, tu accroches des points d'arrêt. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc effectivement, cette hypothèse d'atterrissage d'urgence est évoquée, mais voilà, c'est là que la roulette de nez revient au centre de l'image, c'est qu'avec cette roulette braquée, les ingénieurs de Lockheed Martin ne sont pas très chauds pour tenter ce genre d'atterrissage parce qu'il y a toujours le risque que l'avion parte sur le côté ou bascule sur le dos avec cette roulette de traviole. Donc c'est un peu comme un vélo, hein. On te met la roue avant de travers, on te demande de faire un freinage d'urgence, tu as toutes les chances de te retrouver sur le dos. Donc on retiendra ça, c'est que le F-35 c'est comme le vélo. Voilà, les ingénieurs de Lockheed Martin ne sont pas très optimistes, mais par contre ils sont d'accord pour tenter un touch and go, un poser et décoller pour voir ce qui se passe. Alors non pas comme dans les générations précédentes où on essayait de secouer un peu l'avion pour faire un choc et se dire peut-être que ça va débloquer quelque chose, mais peut-être surtout pour essayer de réinitialiser quelque chose dans les calculateurs de l'avion pour que l'avion se dise, voilà, j'atterris, je redécolle, on remet les compteurs à zéro et le train va rentrer proprement. Ça, c'est un espoir qui va être assez vite déçu puisqu'à 12h18 et 45 secondes, donc tout est très précis parce que le F-35 enregistre tout et transmet tout. Le pilote fait ce touch and go, se pose impacte brièvement la piste avec le train principal sans toucher avec le train avant, mais juste le train principal, Mhm. et ça donne rien, hein. Il remet les gaz, tout de suite il repart et ça donne rien. Par contre, à ce moment-là, au moment où il repart, donc quelques secondes après le touch, il s'aperçoit que, il y a de nouveaux messages d'erreur qui apparaissent et qui concernent cette fois-ci le train principal, un des deux trains principaux, le droit ou le gauche, je sais plus ça en tête. Il est dans quelle position à ce moment-là, le train principal? Les trains principaux sont sortis pour faire le touch et au moment de les rentrer, crac, message D'accord. d'erreur. Et à l'instar de la roulette avant, donc impossibilité de rentrer un train. L'amortisseur reste contracté par le choc à l'atterrissage, mais il ne se détend plus. Et là, donc, Il reste bloqué en position
Bon, comprimé. on a toujours l'ailier qui est là et qui observe visuellement ce qui se passe. Alors l'ailier, je ne sais pas exactement où il est, le rapport n'en parle pas à ce moment-là. Quand le F-35 fait son touch, l'ailier, je pense qu'il est resté un peu en hauteur Hmm. pour surveiller, mais il ne suit pas au centimètre près, hein. D'accord. Mais ça, le fait qu'il y ait un souci sur un train d'atterrissage principal remonte au pilote par l'intermédiaire des écrans et de ce que lui dit l'ordinateur de bord. Donc là, ça commence à devenir un petit peu tendu, là, non? Bah oui, ça sent pas très bon, là, clairement. Le problème initial n'a pas été identifié. On a eu ensuite le problème de la roulette avant qui est de travers. Et puis là, maintenant, un touch. Et puis, poum, ça tombe aussi sur un train principal. Donc, oui, oui, ça devient un peu compliqué à gérer. Les messages d'alerte, ça s'accumule. Donc, l'avion repart un peu tourné. Et puis, reconférence. Enfin, les agents de Lockheed Martin sont toujours en conférence, mais un peu de brainstorming supplémentaire. Et puis, le pilote décide de faire un deuxième touch, cette fois en tapant un peu plus violemment et en posant la roulette avant, pour voir si effectivement ça va aussi déverrouiller la roulette avant. Donc là, il est à présent midi 48 et 15 secondes. Donc on en est à presque à une demi-heure, hein, de vol déjà avec ce problème. Ça fait une demi-heure qui cherche, qui réfléchissent et qui tourne. Donc ce deuxième touch montre que à l'issue du deuxième touch, la roulette avant s'est un peu redressée. Elle avait un angle de 17 degrés avec l'axe de l'avion. Elle est passée à 6 degrés. Et là, après, l'ordinateur de bord est très précis, puisqu'il nous dit qu'à 12h48 et 15 secondes a lieu le deuxième touch. 4 secondes plus tard, le pilote sélectionne la post-combustion, la PC max, donc la puissance au maximum pour redécoller, ça c'est normal. 4 secondes plus tard, l'avion, le F-35, redécolle effectivement, il est en vario positif, et il quitte la piste, donc le touch est fini. Et puis, 10 secondes plus tard, le pilote ressent des oscillations assez violentes sur l'axe de lacet et l'axe du tangage. Euh, donc voilà, il y avait le petit mystère du train avant pas très bien, pas verrouillé, pas bien rentré, des trappes entrouvertes, le moyen mystère de la roue avant qui était de traviole, le moyen supérieur mystère de la jambe de train principale qui elle aussi avait un problème, et là il y a quand même un énorme problème qui arrive, c'est l'avion qui devient incontrôlable avec des oscillations sur deux axes. Carrément incontrôlable, c'est pas simplement des petites vibrations. Le pilote va s'apercevoir assez vite que l'avion est incontrôlable puisque il subit des oscillations sans pouvoir les contrer. Donc là, ce qui va tenter 4-5 secondes plus tard, on est exactement à 12h48 et 42 secondes. Il va tenter un virage vers la gauche pour s'éloigner des bâtiments et des installations de la base qui sont sur sa droite. Sur la gauche, il y a une route qui passe, enfin une route en Alaska, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est de la forêt à perte de vue jusqu'à Moscou. Donc voilà, il va partir vers la gauche, essayer de contrôler l'avion vers la gauche. L'avion va le suivre, enfin, l'avion fait un peu sa vie et il va partir violemment vers la gauche, puis cabrer violemment aussi. Et là, le pilote n'hésite pas, 2 secondes après, il est dehors. Il tire sur la poignée et il s'éjecte. Il a demandé l'avis à personne, il n'a pas appelé la hotline pour dire je Non, m'éjecte. non. Là, c'est Non, non, d'accord. non, non. Alors, Là, chaque seconde compte et quand l'avion est incontrôlable et qu'il commence à partir sur la gauche et qu'il cabre et que tu as le sentiment, enfin tu vois, c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, c'est une réalité, hmm. que tu le contrôles absolument plus, avant qu'il se mette sur le dos ou qu'il t'assomme en prenant 14 G d'un coup, bah, tu t'éjectes. Il était à quelle altitude à ce moment-là? Alors il s'éjecte à 372 pieds très précisément C'est, au-dessus du sol. c'est pas haut, ça. Non, non, mais on est juste après le touch and go, C'est hein, on est une centaine de mètres, donc oui, oui, c'est... un peu plus de 100 mètres. Ouais. Donc voilà, quand l'avion commence à avoir un comportement erratique à plus de 100 mètres, enfin une centaine de mètres au-dessus du sol, tu joues pas avec le feu, tu prends pas de risque, tu t'éjectes. Il est à 222 nœuds et 372 pieds au-dessus du sol. Et il est D'accord. en montée. Il est en montée. Donc là, il Euh, s'éjecte. oui, oui, il s'éjecte. L'avion continue sa vie. Il est en montée, donc il va continuer à monter avec une pente assez forte. Sa trajectoire culmine à 2665 pieds au-dessus du sol, donc voilà, un peu plus de 800 mètres, on va dire, Mhm. au-dessus du sol. Comme le cabré est très fort, je crois qu'il est à 40 degrés d'inclinaison, euh, il finit par décrocher et il va retomber au sol pratiquement à la verticale du point de son apogée. On a cette image assez étonnante qu'on peut voir sur le film et qu'on trouve facilement sur Internet, du pilote qui descend sous le parachute et de l'avion qui est plus haut que lui, qui va le rattraper dans la descente et impacter le sol avant le pilote. Tout est allé très vite, on est une poignée de secondes après les premières alarmes et la perte de contrôle de l'avion.
Donc l'avion est évidemment complètement détruit. Le Oui. pilote, lui, qu'est-ce Le pilote, qui... ça va, le siège a très bien marché, il aura une belle cravate, Martin Baker. Le pilote touche le sol, il est en bon état. D'ailleurs, il va marcher lui-même vers l'ambulance. Les secours qui étaient prévenus, hein, qui étaient en stand-by, arrivent une minute après le crash. Donc de ce côté-là, il y a aucun problème. Ce qui est pratique, c'est que l'épave n'est pas au fond de l'eau à 4000 mètres, hein. Elle est Mhm. sur la base entre le taxiway et la piste. Donc toutes les pièces vont être très facilement retrouvées. C'est pour ça que l'enquête va aller très vite. Donc le pilote est embarqué et voilà. Et fin de la séquence et fin du vol. Fin du vol et donc début de l'enquête, comme tu le dis. Donc là, les enquêteurs de l'US Air Force, avec l'appui du constructeur, vont donc analyser l'épave. L'accident s'est produit le 28 janvier 2025. Je dirais moins de 6 mois après, on a le rapport. Un peu plus de 6 mois, puisque le rapport est sorti en août, mais voilà, oui, 7 mois après, donc c'est très vite. Une fois de plus, c'est un rapport qui est passionnant à lire, qui est extrêmement détaillé et qui va, une fois de plus, en soulevant des pierres, on trouve plein de trucs, donc qui va révéler des dysfonctionnements assez à la fois grave et étonnant quand on compare la technicité de l'avion, son prix, avec la bêtise des causes racines de cet Hmm. accident, quoi, qui remonte à pratiquement à Blériot. C'est une erreur tellement banale et tellement ancienne qu'on s'étonne encore que ça puisse arriver, quoi. Tu as un génie pour ménager le suspense, là. Donc alors, qu'est-ce Oui, qui s'est on se passé? retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les enquêteurs commencent par ramasser les morceaux de train d'atterrissage. Et puis, il leur faut pas 10 ans pour comprendre ce qui se passe, parce qu'en analysant le liquide hydraulique du circuit du train d'atterrissage, ils trouvent 30% de flotte. Donc, ils trouvent un liquide hydraulique qui est fortement pollué par l'eau. Tu veux Euh, dire, donc, dans le liquide hydraulique, il y a 30% d'eau? voilà, 30% d'eau. C'est presque la recette du pastis d'ailleurs, hein. C'est un clin d'œil voilà, de nos amis américains à la culture marseillaise finalement. Et donc 30% d'eau, ce qui pose quand même bon, des questions assez Bah oui. étonnantes. La Comment on peut en première, c'est arriver? comment elle est arrivée, cette flotte? Incidemment, cette eau qu'on boit et qu'on retrouve dans le liquide hydraulique du F-35, et là, je vais te raconter un truc assez bouleversant, mais c'est la même eau que buvaient les dinosaures, hein, on est d'accord. Cette eau se recycle en permanence dans l'atmosphère terrestre, et c'est la même eau depuis la création de la Terre et qu'on retrouve aujourd'hui dans le liquide hydraulique du Quand tu parles F-35. de dinosaures, tu parles de raptors, par exemple? Voilà, de Raptor et de Vélociraptor, ouais, ouais. Voilà, comment on en arrive à avoir 30% de flotte dans un F-35 alors qu'il est un avion au top du top avec une armée de spécialistes pour le mettre en œuvre? Ça, c'est une question assez bouleversifiante. Et la question, bon, on va en trouver là, on va lui donner une réponse assez vite. C'est que le liquide hydraulique est stocké dans un bidon, un bon vieux bidon de 250 litres avec une pompe. Et ce bidon, les Américains font un petit peu de recherche. Alors, c'est là où on va commencer à découvrir des choses pas très normales, c'est qu'il n'y a pas un suivi extraordinaire des consommables sur le F-35, tout au moins pour cette unité, pour cet avion. Mais les Américains sont à peu près certains que ce bidon a participé à un déploiement. Il a suivi les avions au Japon quelques semaines auparavant et il est resté plusieurs jours mal stocké à l'air libre, alors qu'il devrait être normalement dans un endroit protégé. Donc il est resté stocké à l'air libre au Japon, sous la pluie, sous le soleil, sous tout ce que tu veux, avec la pompe, qui manquait des joints à la pompe, entre la pompe et le bidon. Enfin voilà, tout était réuni pour que l'eau s'infiltre tranquillement dans le bidon, qui était mal stocké. Ce bidon a ensuite été ramené aux États-Unis, il a été remis dans un hangar. Et puis, il a servi quand les mécaniciens ont fait des compléments de liquide hydraulique dans le circuit, eh ben, voilà, il a été utilisé tel quel. Donc, tranquillement, la flotte est passée du bidon au F-35 qui s'est transformé en chaleur et lumière après quelques minutes de vol, quoi. Alors là où c'est important, c'est qu'effectivement, tant que l'avion est au chaud, ben, l'eau elle est à l'état liquide. Quand l'avion sort qui fait moins 17 degrés, elle commence un peu à se cristalliser. Quand l'avion reste 40 minutes au point fixe par moins 17 degrés, ben, elle gèle complètement. Et partant de là, elle va bloquer les mécanismes de rétractation du train. D'accord. C'est la cause principale, ça.
Oui, oui. La cause racine étant un mauvais stockage du bidon, une mauvaise gestion de la ressource. Et puis, effectivement, la cause physique, c'est le blocage du train parce que l'eau qui circule dans le circuit hydraulique gèle, augmente de volume et bloque le fonctionnement des vérins. D'accord. Donc, l'US Air Force est catégorique. Le problème est ici. Donc, il faut changer la manière de faire et notamment donc prendre un peu plus de soin pour stocker les fûts de liquide hydraulique. Voilà, mais c'est normé, hein, il y a des procédures, mais encore faut-il les suivre. Alors, il y a une vague excuse là qu'on peut lire dans le rapport qui dit qu'effectivement, ils ont des problèmes de ressources humaines, il n'y a pas assez de bonhommes, donc voilà, le flux n'a pas été bien suivi. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Enfin, ça, c'est une opinion très personnelle, hein, c'est pas dit dans le rapport. Mais une chose aussi importante, tu trouves quand même quelques minutes par jour un bonhomme, d'autant que l'armée de l'US Air Force est quand même à des effectifs pléthoriques et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent sur les avions. Voilà, pour moi, l'idée de la question de la ressource humaine est un petit peu à côté de la plaque. Donc, plus qu'un problème de ressources humaines, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un problème de traçabilité. Oui, enfin d'emploi de la ressource humaine, parce qu'elle existe quand même d'une façon ou d'une autre. La ressource humaine, il y a toujours des gens qui travaillent autour de l'avion, mais voilà, la question, c'est le suivi des procédures et peut-être un petit peu moins de dilettantisme dans certaines phases de maintenance. En rapport, on sait qu'il y a toute la partie enquête et analyse, et à la sortie du rapport, il y a toujours l'analyse des causes et des recommandations. Donc là, quelles sont les recommandations de l'US Air Force, des rapporteurs? Bah, il faut serrer les boulons, hein. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans le fonctionnement quotidien de l'escadron et puis remettre, il y a une expression qui était assez populaire en ce moment, c'est remettre l'église au milieu du village. Donc les choses importantes, mais on les fait. Voilà, mais c'est du bon sens, hein. Maintenant, on sait pourquoi le train d'atterrissage n'a pas fonctionné normalement à cause donc de la présence de beaucoup d'eau dans le liquide hydraulique. Donc ça, c'est une chose. Mais tu nous as expliqué que quand, à la suite du deuxième touch and go, quand l'avion repart, à ce moment-là, il devient complètement incontrôlable. Et ça, les enquêteurs l'ont analysé. Bien sûr, parce que pourquoi l'avion deviendrait incontrôlable alors que même s'il y a de la pollution dans le liquide hydraulique, eh bien, ce qui se passe, c'est que, et c'est très symptomatique aussi des avions modernes, où tu as les calculateurs qui prennent le pouvoir sur le pilote et qui mènent leur vie indépendamment de ce qui peut se passer autour. Mais il se trouve qu'après le deuxième touch, euh, le train avant donc est resté, il avait toujours le même problème, il était comprimé, l'amortisseur était comprimé. Le train avant, le train principal d'un côté était comprimé, le deuxième aussi est resté comprimé. Enfin, voilà, cette présence de glace a empêché le bon fonctionnement des amortisseurs. Et le fait que les trois trains d'atterrissage aient été comprimés a été analysé par le calculateur de bord du F-35. Et ce calculateur, on a déduit que l'avion était au sol, puisque les trois jambes de train les trois amortisseurs étaient comprimés. Tu as des capteurs un petit peu partout dans cet avion. L'avion, donc le calculateur de bord a dit, ah bah tiens, l'avion est au sol, donc c'est le bon moment, je vais changer de loi de commande de vol. Et il est passé des lois de commande de l'avion de vol vers le mode sol. Donc pour lui, n'était plus en l'air, mais il était au sol, alors qu'il était quand même à 220 nœuds et quelques dizaines de mètres au-dessus du sol. Et passant dans ce mode de commande sol, il est devenu de facto totalement incontrôlable par le pilote. Alors, cette deuxième cause est beaucoup plus difficile à corriger que la première. Parce que, donc, le rapport, quelles sont les conclusions et surtout les recommandations? Comment les enquêteurs expliquent qu'on en est arrivé là? Hein, donc le train qui rentre pas et puis le problème de l'ordinateur. Donc ça, c'est deux événements. Donc comment le rapport analyse ça et quelles recommandations il fait pour éviter que ça se reproduise?
Bah, la cause racine, le fait, on va dérouler les choses à l'envers, le fait que l'avion décide qu'il est au sol alors qu'il est encore en vol, ça c'est un problème, c'est le problème du siècle, ça c'est la maladie du siècle, hein, tu mets un capteur, tu lui donnes un petit peu de pouvoir, tu lui donnes la capacité de communiquer surtout avec le reste de l'avion, et à partir du moment où il va commencer à raconter des conneries, ça va se diffuser dans tout l'avion et ça va aboutir à une catastrophe. Ça c'est vraiment un problème de fond et c'est pas sur un accident comme ça que ça va être résolu. Le problème, la cause racine, effectivement, c'est la présence le liquide hydraulique est pollué, avec une très grosse présence de flotte. Et ça, c'est quand même relativement simple à gérer, hein. Il faut savoir gérer un bidon de liquide hydraulique, il faut savoir respecter des procédures et avoir les personnes suffisamment impliquées pour le faire. Donc, c'est un resserrage de boulons au niveau de l'escadron. C'est quand même du bon sens. Alors j'ai un cadeau bonus pour toi, Gilles. C'est que l'histoire n'est pas finie là. Donc on a cet avion qui est allé au tas, le pilote qui s'est éjecté. L'enquête est en cours, hein, dans les jours qui suivent. On n'a pas encore les conclusions. Eh bien, il se trouve que 9 jours plus tard, il y a un F-35 qui repart de la même base. Il fait un petit peu moins froid. Il reste pas 40 minutes à poireauter dans le froid quand il sort de son hangar. Mais bah, il a le même problème. Il a un problème de rétractation du train. Mais comme je l'ai dit, comme il faisait un peu moins froid et qu'il restait moins longtemps dehors, l'eau n'a pas le temps de complètement geler. Et donc le train fonctionne, il est un peu en vrac, mais il fonctionne. Le pilote revient se poser et ça se termine bien. Ça se termine comme ça, quoi. Voilà. Alors le rapport ne dit pas ce qui s'est passé précisément après ce deuxième incident, s'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait déjà au niveau de l'escadron, au niveau de la gestion des ressources, au niveau des procédures, du suivi des procédures. Mais c'est quand même assez troublant de voir qu'à 9 jours d'écart, ils auraient pu perdre deux avions de la même manière, la manière la plus bête qui soit, hein. Le premier crash, il y a évidemment un rapport, une enquête et un rapport. Sur le deuxième qu'on peut qualifier d'incident grave, est-ce qu'il y a aussi systématiquement un rapport? Grave, je sais pas, incident, oui. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai pas vu de rapport sur ce deuxième incident. Il est cité, mais j'ai pas vu de publication. D'accord. Donc, encore une fois, on voit que c'est en analysant les causes d'un accident, d'abord en les recherchant et ensuite en les analysant, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé et à éviter que ça se reproduise. C'est comme ça que la sécurité dans le transport, dans l'aviation en général, transport aérien, mais aviation de loisirs ou aviation militaire, c'est comme ça que l'aéronautique progresse sur le chemin de la sécurité. Toujours, bien sûr, toujours. Il faut jamais passer à côté d'une bonne crise pour en tirer les bons enseignements, hein. Voilà. Donc, on apprend par ses échecs et le problème, c'est qu'on apprend toujours parce que tout ça, c'est de l'activité humaine qui est éminemment faillible. Eh ben, ça pourrait être le mot de la fin. Merci Frédéric. Donc vous pouvez retrouver cette analyse du crash du F-35 en Alaska sur aerobuzz.fr. Et puis donc nous vous donnons rendez-vous pour de prochains retours d'expérience. Abonnez-vous.